Donc là, tu es vraiment, je sais pas, pour imaginer, dans la pente descendante, c'est-à-dire que c'est hyper excitant, tu as les bras en l'air. Avec les sous que tu gagnes, tu peux investir dans des startups. À un moment où ça commençait à vraiment se démocratiser, tu vois, c'était 2014. Ne pas abandonner, c'est la qualité première, je pense, d'un entrepreneur. Bonjour Adrien. Salut Nelly. Merci pour ton ticket. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, va Let's go. t'installer dans le wagon. Merci de ton accueil. Je t'en prie. Est-ce que tu es fan de roller coaster? Absolument pas. Vraiment, Comment je ça déteste se fait ça. Vraiment, c'est un truc. Je sais pas si j'étais traumatisé, mais j'en fais jamais. Ça me donne même le vertige rien que d'en regarder. Donc, Je suis assez impressionnée parce qu'on a reçu beaucoup d'entrepreneurs et peu aiment ça, alors que notre vie, c'est que ça. c'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose justement de le faire dans le milieu professionnel parce qu'on le fait pas quand on va au parc d'attractions. Alors j'ai reçu ton dessin, très coloré, Ouais, un vrai enfant. exactement. C'est toi qui l'as fait au moins. Enfant dans l'âme. Oui, oui, on pourrait croire que non, mais oui, c'est moi là. Donc super dessin, on va y aller, on s'installe dans le wagon. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, merci de cet accueil dans le wagon. Moi, c'est Adrien, je suis entrepreneur et investisseur depuis 17 ans dans l'écosystème startup. Je suis papa de 2 petites filles, je suis beau-papa d'une petite fille et j'ai la passion de plein de choses qui sont un peu dans le dessin et voilà. Alors on y va, on se lance, on commence par le début. Ouais, Une robe d'avocat. exactement. Bah, ça me fait plaisir que tu le reconnaisses déjà et un petit chapeau de diplômé. Oui, parce que je suis avocat de formation. Donc, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais à la fac de droit. Et j'ai fait finance en même temps à Dauphine. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu donné le goût aussi de l'entreprise. Et je suis allé jusqu'au diplôme d'avocat. Mais je n'ai pas été passionné, pris de passion en fait, par les stages que j'ai faits à ce moment-là. Et puis, j'étais confronté à la création d'entreprise en même temps. Et j'ai plus sauté le pas vers devenir entrepreneur, quoi. Et donc, en fait, quand tu as voulu créer ton entreprise, c'était quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps, parce que souvent, avocat, entrepreneur, c'est pas forcément marié ensemble. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Normalement, ouais, c'est plus ce métier en profession libérale. Après, tu as des avocats qui sont entrepreneurs quand ils montent leur cabinet. On peut dire que c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'étais dans la tech, le digital. Et en fait, c'est par l'associatif. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont commencé aussi par ça, créer des assos. Moi, je faisais le BDE de la fac, donc les soirées, le ski. Après, quand je redoublais mes années, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus sérieux. Donc, j'ai fait de l'édition juridique. Donc là, vraiment des journaux pour étudiants. On est devenu la plus grosse publication étudiante gratuite en France. Donc, on était tiré vraiment à plus de 100 000 exemplaires dans plein de facs. Et c'est ça qui m'a donné goût, c'était de l'asso. Il y avait des gens qui travaillaient, des bénévoles, il y avait une ambiance collective assez dingue. On faisait du chiffre d'affaires alors qu'on était en licence, quoi. Donc c'était assez passionnant. Donc, c'était un projet que vous aviez monté en parallèle de vos études Exactement. et qui finalement fonctionnait très bien. Exactement. Comme à la fac, on a quand même un peu de temps. Il n'y a pas énormément de cours, il y a beaucoup de travail à faire en fac de droit et à rendre, etc. Mais voilà, tu as quand même du temps pour te consacrer à d'autres activités. Et moi, c'était dans ces activités plutôt création de projet, on va dire au sens large. Et après, le projet suivant, qui était de créer un site d'emploi, là, on s'est dit, on ne va pas faire une asso, parce que c'est sympa de faire des assos, mais on va plutôt créer une boîte et essayer de gagner de l'argent avec, on ne sait jamais. Donc c'est un peu par la force des choses que je suis tombé dans le moule entrepreneurial, quoi. Donc, tu te lances dans l'aventure, en quelque sorte. Tu dis on, donc Ouais. vous êtes partis à plusieurs. Ouais, exactement. On part à Mais- quatre amis de la fac, ouais. Exactement. Donc 4 amis qui sont eux aussi avocats. Ouais, alors maintenant, il y en a un qui est avocat, un qui est juriste, un qui est entrepreneur, mais à l'étranger. Donc, ils sont vraiment. On a eu des parcours assez différents, mais ouais, on s'est dit, on le fait ensemble, on le fait en parallèle de nos études. Et puis après, moi, je suis arrivé full-time dessus, où les autres ont continué leur carrière professionnelle sans passer leur temps plein sur le projet, quoi. Donc là, on voit qu'il y a quand même une espèce de chute. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis une chute. Alors, les chutes, il y en a une qui est significative, c'est la deuxième. Oui. Mais c'est plutôt, j'ai mis une chute, on démarre un peu bas parce que je savais pas trop quoi faire ni à quoi m'attendre à changer de carrière pro, quoi, à ce moment-là. J'avais une âme d'enfant, c'est pour ça que j'ai mis un petit dessin de Toy Story. J'ai toujours une âme d'enfant. Moi, j'adore mes enfants. Je passe des temps fous à jouer avec elles. Et c'est pour ça que j'avais mis un petit logo de Toy Story qui est mon Disney préféré, enfin Pixar.
Et je savais pas trop. C'était un peu enfantin un peu de se lancer là-dedans. Sans filet, en fait, on en a des filets parce que j'ai une famille, j'ai mes parents qui me soutenaient et j'ai eu la chance d'avoir ce background-là. Et puis j'avais toujours le diplôme, si ça marchait pas, de pouvoir redevenir avocat. Mais voilà, j'étais plutôt phase de réflexion. Je me marie à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il y a un petit cœur. Je pars au Brésil pendant 1 an et demi, c'est pour ça qu'il y a le drapeau du Brésil qui marque beaucoup ma vie, ce voyage. Et après, là, c'est le démarrage de la montée des roller coasters, quoi. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc là, les A, le N, c'est... Alors, c'est des initiales, le A, le N et le V. Donc, A et V, c'est mes 2 filles, Apolline et Victoire. Et Nour, c'est ma belle-fille. D'accord. Donc, je les ai mis un peu dans le désordre. Mais voilà, juste parce que c'est vraiment les 3 filles importantes de ma vie, quoi. Enfin, avec ma compagne actuelle, évidemment, Was. Mais qui sont vraiment l'ascenseur émotionnel de dingue, quoi, quand tu as des enfants et quand tu entreprends. Donc il y a la fusée à côté, il y a les logos, il y a un petit dollar parce que je commençais à investir, parce que j'ai commencé à revendre une de mes boîtes un peu au climax, on va dire, du roller coaster. Donc là, tu es vraiment un peu propulsé, c'est pour ça que je l'ai mis là. Il y a des dés d'enfants, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que c'est aussi mon âme d'enfant, je l'ai gardé, j'essaie de la garder un max. Mais du coup, voilà, c'est cette période-là qui m'a permis de créer 3 boîtes en 4 ans. Je les ai revendues ensuite à un groupe de médias. Donc, 3 boîtes. Ouais, exactement. En même temps. Alors, pas en même temps, c'est que des mix d'idées, en fait. La première, en fait, c'est des sites d'emploi spécialisés dans divers secteurs, donc des job boards spécialisés. Et en fait, après, on voyait que la marque employeur et le côté média fonctionnaient très bien. Pour notamment les cibles qu'on adressait, les fonds d'investissement, les cabinets d'avocats. C'était le début des réseaux sociaux, donc ils avaient très peu de présence sociale. Tu vois, aujourd'hui, toi-même, tu as une très forte présence, etc. Mais il faut se souvenir d'une époque où il n'y avait pas de page Facebook, tu vois, c'était des comptes. Les boîtes avaient un compte Carrefour avec limité à 5000 amis, tu vois. Donc c'était l'histoire un peu dinosaure. Mais quand ça a commencé à se démocratiser, il y a plein d'entrepreneurs, de boîtes, d'agences qui ont explosé à ce moment-là pour proposer des services de communication digitale, marque employeur, e-réputation. C'est ce que j'ai fait avec une deuxième boîte. Et une troisième, c'est qu'on commercialisait, c'est pareil dans le mix d'idées, c'est comme on commercialisait des espaces dans nos supports. On s'est dit, on peut le faire pour d'autres, donc on va créer une régie plurimédia sociale qui adresse les jeunes diplômés, notamment les étudiants et les jeunes diplômés. Et donc sur ces 3 boîtes, vous travaillez toujours les mêmes fondateurs? Non, là j'ai d'autres fondateurs sur les autres. Il y en a une où on est 2, une où on est 3 et l'autre où on est les 4 d'origine. Et en fait, comme j'étais majoritaire un peu dans toutes les boîtes et qu'il y avait des vases communicants, en fait, c'était un mix d'idées, de créer des business. C'était pas très réfléchi, ça défocus un peu, mais c'était vraiment justement un peu d'essayer de faire un maximum de choses qui ont du sens, qui drive, qui donnent de l'énergie. Voilà, structurellement, c'était pas très logique de le faire comme ça, tu vois, d'avoir plusieurs projets en même temps. Mais la logique a été bien puisque en fait, les 3 ont été rachetés par un groupe de médias. Enfin, les 3 activités. Par le même groupe? Ouais, par le même groupe, voilà, qui s'appelle Décideur Magazine. C'est un groupe de médias. Leaders League, ça fait des classements, ça édite des médias et c'est un groupe d'événementiel aussi. Il faut beaucoup d'événementiel pour les professionnels. Et donc, on les a intégrés en filiale. Et moi, j'ai pris le poste de direction générale avec l'associé historique fondateur du groupe pour digitaliser aussi toute l'activité. Mais donc, je me suis retrouvé avec 150-200 personnes à gérer. Et à apprendre à 27 ans plein de choses, quoi. L'apprentissage à plein temps de plein de choses, quoi. Ouais, c'est clair que tu pars de 4 à 200 et que là, tu dois apprendre à devenir manager finalement. Exactement, sans avoir fait d'école, sans avoir fait de trucs. Donc là, tu es vraiment, je sais pas, pour imaginer, dans la pente descendante, c'est-à-dire que c'est hyper excitant, tu as les bras en l'air. T'es un peu, tu voles, quoi, un peu, tu vois, tu te dis, c'est incroyable ce qui t'arrive, tu gagnes un peu de sous. Avec les sous que tu gagnes, tu peux investir dans des startups. À un moment où ça commençait à vraiment se démocratiser, tu vois, c'était 2014, 2015. Donc j'ai commencé à investir dans pas mal de boîtes. Et puis, tu as des responsabilités, tu apprends beaucoup tous les jours, tu essaies d'apporter ton énergie et tout. Voilà, donc tu fais quelques erreurs aussi, mais voilà, c'était hyper intense. Là, il y avait une tension, un bonheur. Et puis c'est la période de mariage, tu vois,
honeymoon entrepreneurial entre les deux boîtes qui se rapprochent, quoi. Et toi, du coup, dans ces moments-là, c'était quoi les moments les plus durs à gérer dans la gestion de 3 boîtes On va dire qu'avant la revente, c'était de gérer bien la répartition des tâches entre les différents projets et la trésorerie aussi, qui était un super enjeu comme pour tout le monde, parce qu'on n'a pas levé des fonds sur ces activités, on a mis tout en fonds propres. C'était pas très démocratisé à l'époque, tu vois, de lever, il y avait quelques levées, etc., mais on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Et après, non, c'était après la revente, c'était de faire en sorte qu'il y ait une très bonne mouture humaine et collective et qui soit durable, quoi, que les projets continuent à vivre et à se développer, quoi. Ok, donc c'était vraiment, toi, l'enjeu, c'était vraiment de revendre ta société. Ouais. Enfin, finalement, tu les as revendus les 3. Ouais. Et tu es devenu, donc, finalement, salarié. Et alors, je ne suis pas devenu salarié parce que j'avais un statut de mandataire social, j'étais directeur général. Et j'ai revendu aussi une partie de mes parts pour le départ du groupe. Donc j'étais quand même encore, c'était une condition sine qua non pour moi, c'était de rester entrepreneur, de rester à la direction, et à la direction stratégique et à l'indépendance et la certaine liberté qu'on a, quoi. Je ne voulais pas renoncer à ça. Et je pense que c'est très difficile d'y renoncer d'une certaine manière. Et du coup, non, c'était pour moi très clair de rester indépendant. Enfin, j'étais dans une relation d'associé. Mais pas dans une relation de subordination, quoi. Ça, c'est vrai, je n'étais pas salarié. Donc là, on voit le looping autour du N, et puis ça redescend. Le N, j'aurais dû le mettre plus à droite, puisque c'était après mon divorce que j'ai rencontré ma compagne qui avait une fille, qui est devenue ma belle-fille. Donc c'est pour ça c'est chemin de vie. Après. Ouais, c'est chemin de vie. Mais en fait, j'avais commencé le dessin en mettant leurs 3 lettres, tu vois. C'est difficile de dessiner. Hein. Ouais, en fait, c'est difficile. Je l'aurais mis peut-être à droite, mais tu vois, il est là en haut à droite, il y a marqué beau papa, parce que je suis beau papa, et ça aussi, c'est des loopings de la vie. Mais c'est de Nour. Mais bon, je l'ai mis là parce qu'il y avait je pense que j'ai fait un looping autour. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dessiné ce looping ce dessin? Moi, j'adore dessiner. Alors, on dirait des balançoires, mes trucs, tu vois. Mais je suis content de l'avoir fait un peu en mode scratch comme ça, parce que ça rend pas mal. Mais c'est très intéressant de faire. C'est un super travail d'introspection, quoi. Je pense que tout le monde devrait le faire, même sans l'émission, tu vois, quelque part, régulièrement. Tu te fais un petit roller coaster, même de ton année, tu vois. Alors là, cette année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est un bon exercice. Je le referai. Super, on note. Donc, on descend, par contre. Là, on arrive à une descente. Là, la descente progressive, et puis d'un coup, on est en lookout. Donc, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, pourquoi j'ai mis Solidarité ici en haut à gauche? Tu vois, j'ai mis, c'est un logo Solidarité que j'ai en tatouage ici. Ah, carrément. Qui est un gros. Alors, il a plusieurs significations. Déjà, c'est une chanson qui s'appelle Solidarité de Mathieu Chédid, de M, du chanteur, dans son album L'Amomalie, où il mixe énormément de culture, dont le clip a été réalisé par un très bon ami à moi qui s'appelle Stéphane, et qui a designé ce logo, qui est un signe africain qui signifie la solidarité, dont une parole qui est toi, étranger, tu es plus mon ami que mon ennemi. Donc vraiment qui signifie vraiment un peu l'accueil des choses qui ne nous ressemblent pas. Et pourquoi je l'ai mis ici, je pense, parce que c'est ce qui m'a commencé à me distancer de mon associé qui m'a racheté. C'est quelqu'un de très spécial, on va dire ça comme ça, et dont les valeurs, on ne les partage pas, notamment les valeurs humaines, sur le capital humain, sur les personnes, sur les personnes avec qui on travaille au quotidien, etc. Et donc, c'est pour ça que ça a commencé à être un peu down pour moi. C'est que je commençais à avoir comme beaucoup après des rachats, tu vois, j'avais un earn-out de 3 ans, la première année est géniale, la deuxième, tu commences à voir un peu les différences et les sujets un peu de tension. La troisième, elle est horrible. Et ça s'est mal fini puisqu'on est allé jusqu'au tribunal, tu vois, je l'ai mis low court en bas, pour régler nos différends. Donc ça s'est réglé, mais après 4 ans de procédure, sur notamment des règlements, etc., des sujets liés au départ et qui ont été assez durs à vivre. Franchement, ce n'était pas quelque chose où on est prêt. Aujourd'hui, avec le rétroviseur, je dis que c'est génial parce que c'est cost of doing business, tu apprends plein de choses, tu anticipes mieux après tes choix, justement, d'alignement des intérêts. Tu peux mieux conseiller aussi d'autres entrepreneurs. Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est d'aider les entrepreneurs aussi au quotidien. Mais c'était très dur à vivre au jour le jour.
Parce que sentiment de trahison, sentiment vraiment de tension quand on se tend avec ses associés, c'est quelque chose de très très dur. Il y en a plusieurs dans l'émission aussi qui l'ont partagé. C'est humainement, c'est des gens avec qui tu partages beaucoup. Et dès qu'il y a soit des questions d'argent, soit des questions de désalignement ou des questions qui ne sont pas résolues, ça éclate à un moment. Et quand ça éclate, ça fait mal, quoi, parce que, ouais. Donc finalement, c'était la société qui t'a racheté, c'est ça? Ouais. Et on ressent ça, effectivement, les entrepreneurs qui se font racheter. Il y a un moment donné où c'est dur de rester dans sa propre boîte, mais c'est plus ta boîte, C'est finalement. ça, exactement. Et donc, tu dois être un peu, te plier aux règles parce que du coup, tu as accepté les règles du jeu. Et là, effectivement, on voit qu'il y a eu une distorsion des pensées. Ouais, exactement. Même des valeurs, tu vois. C'est vraiment les valeurs sur les personnes humaines avec qui on travaille, quoi. Tu vois, c'est ça qui m'a le plus distancé. Et puis après, quand tu commences à prendre tes distances. Et à quel moment, justement, ça en vient à passer par le tribunal, finalement? Quand tu essayes quand on te doit de l'argent et qu'on te le donne pas, tu vois, genre forcément, là, ça marche pas. Et puis quand la séparation se fait un peu avec perte et fracas, c'est-à-dire, tu vois, ça se fait de façon très brute. Du jour au lendemain, on vient plus au bureau, on sépare, et donc les équipes sont mal prévenues. T'as pas le temps de dire au revoir, t'as pas de fête de départ, il n'y a pas de pot de départ et compagnie. Et après, il faut trouver un rebond très vite que j'ai essayé de reprendre. J'aurais pu remettre des downs, mais parce qu'après ça tu le traînes, c'est-à-dire que tu règles pas mentalement et psychologiquement et même émotionnellement ça, sachant qu'au milieu, moi j'ai arrêté donc un ballon de rugby. Parce que je faisais beaucoup de rugby, j'étais à un niveau assez correct au rugby et j'ai arrêté aussi le rugby à une certaine période, ce qui m'a un petit peu fait du mal aussi parce que tu n'es plus étudiant, jeune, etc. Tu as moins de temps, tu as des enfants, donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et je divorce en plus, donc tu vois, patatras, la boule de neige. Donc t'es pas Alors comme toute séparation, c'est très compliqué, surtout quand tu as des enfants. Mais c'était, je veux dire, même a posteriori, on n'a pas de ressentiment et on est très alignés sur l'éducation de nos enfants et de la garde. Mais voilà, tout arrive à un moment et donc tu perds un peu tes repères. Comme tu es très. Moi, quand tu es entrepreneur, tu essayes d'être assez résilient. Tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, c'est une emmerde de plus à gérer. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis j'ai une nouvelle idée de boîte, donc ça va être taquet. Mais en fait, 3, 4, 5 ans après, je ne l'ai peut-être pas mis, mais c'est peut-être le deuxième roller qui descend. C'est que récemment, tu vois, là aujourd'hui j'ai 38 ans, mais à 35 ans, ça m'a un peu explosé à la figure de ne pas avoir pris du recul sur tout ce qui m'est arrivé. En mode, c'est un peu une course sans fin. Tu vois, tu peux être sans cesse en train de monter, de faire des descentes ou de faire des montées. Je ne sais pas comment on peut filer la métaphore, mais voilà. Donc, Oui, finalement, on n'est jamais assez près. Et quand on a un moment aussi dur, l'entrepreneur persiste, continue, et finalement ne prend jamais le recul de prendre un break. C'est-à-dire que finalement, tu es remonté, mais tu t'es jamais dit, tiens, j'ai vécu tout ça, et j'ai pas traité le sujet, en fait. Ah, exactement. Mais on a le sujet avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés sur le divan. C'est vrai. Écoute, le divan jaune. Parce qu'effectivement, c'est ça. Effectivement, quand tu as des moments durs comme ça, tu peux pas... tu dois avancer, quoi. Tu n'as pas le choix. Et finalement, tu ne traites pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se dit c'est pas grave, parce qu'on a l'habitude. Et en fait, si, c'est grave. Et c'est des moments durs qui restent gravés finalement. Exactement. C'est exactement le piège un peu dans lequel on tombe. Et forcément, un jour ou l'autre, alors ça peut être à 80 ans ou 5 ans plus tard, ça te pète un peu à la figure en disant ton esprit n'est pas aligné par rapport à ce qui s'est passé, tu n'as pas pris du recul. Et le temps de pause, tu as tout à fait raison. C'est quelque chose que j'ai pas fait, tu vois, entre le moment où il y a la robe d'avocat et le gant de boxe quand j'ai quitté Eldorado, qui est ma dernière boîte, j'ai pas arrêté, pas une seule seconde. Et en même temps, en parallèle, il n'y avait pas que mes boîtes, il y avait des projets, des courses, des marathons, des trucs, je t'en passais des meilleurs, des trucs où tu remplis ta vie, et parce que tu es sans cesse en quête de défis, d'objectifs, tu les doses mal. Et tu prends pas ce recul, quoi. Tu prends quelques vacances, tu vois, quand tu es entrepreneur, mais bon, tu pars avec tes mails, tu as des nouvelles idées, tu reviens, tu es au taquet. Voilà, c'est une course effrénée qui est pas très très bonne pour la santé mentale.
même physique, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu es très fatigué, quoi. Est-ce qu'un entrepreneur est un super-héros, du coup? Non, je pense pas. On reste humain. Ouais, on reste humain et vaut mieux pas dire super-héros ou super-héroïne sur ces sujets parce que c'est beaucoup de mythes qui se créent et après beaucoup d'injonctions, surtout quand tu es père, après père divorcé, donc en garde alternée. Puis après, quand tu rencontres quelqu'un, tu deviens beau-père. Donc, tu as des injonctions qui sont très fortes sur plein de sujets perso. Tu arrives doucement vers la quarantaine, donc tu es là un peu en mode, tu regardes un peu ta vie, tu fais un peu le premier bilan, quoi, on va dire. Et puis, tu as plein d'idées de boîtes, tu vois ceux qui réussissent, ça crée du FOMO, tu as LinkedIn qui te fait un peu tourner la tête. Donc tout ça rentre un peu en clash avec ton quotidien, quoi, tu vois, donc, Et justement, quand tu es dans ces moments de down, la pertinence des réseaux sociaux, c'est-à-dire tu te prends frontalement les succès, comment tu le vis Ça, c'est très mauvais, les réseaux sociaux. Même LinkedIn, c'est devenu... de toute façon, tout le monde le dit aujourd'hui. Mais en fait, si tu n'as pas le filtre et le CGV, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le mode d'emploi, quoi, tu tombes très vite dans une comparaison excessive avec les autres. Il y a sans cesse plus gros que toi. Tu vois, même la plus grosse licorne, même Zuckerberg, il y a plus grand, même Elon Musk. Enfin, tu vois, tu peux toujours aller à la course de quelque chose de plus important, plus grand, la plus grande valorisation, etc. Et cette course effrénée qui a été en plus renforcée par les médias, les pouvoirs publics, sur l'écosystème start-up, elle génère un petit peu une frustration continue des entrepreneurs. Et du coup, jamais de recul en disant j'ai réussi ou tu vois, parce que tu as un aspect masque social que tu mets en plus très fort quand tu es entrepreneur. Tu es obligé de dire que tout va bien dans ta boîte, à tes salariés, à tes actionnaires, à tout le monde, voire même à tes proches qui te soutiennent. Et donc ça te fait une distorsion. Alors maintenant que j'ai un peu plus d'heures de vol ou d'heures de roller coaster, je me dis vraiment, j'ai pas du tout honte maintenant de dire quoi que ce soit sur le côté ça va pas, non là c'est dur. La transparence, elle vaut beaucoup mieux et c'est une valeur que j'aimerais vraiment beaucoup, qui est beaucoup plus dans l'écosystème parce que ça fait du bien, je pense, à plein de personnes de voir que... On a l'impression, de ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est souvent une fois que tu as réussi que tu peux te permettre de dire... c'est vrai. Parce que tu ne peux pas commencer une entreprise en disant que ça ne va pas. Ouais, donc c'est une fois que tu as réussi ta première, là après tu peux t'exprimer. Il y en a qui écrivent des bouquins sur comment ils ont échoué ou réussi, etc. Et... Parlons-en, je vois 2 livres. Ouais, alors moi, ce n'est pas des livres très romancés, c'est des livres sur le financement, mais ça a été passionnant comme aventure. Je les ai mis en bas, mais en fait, c'est en haut. Parce qu'après, donc moi, j'ai reparti de plus belle avec Eldorado, qui est vraiment une boîte à laquelle je suis très attaché. Et puis très fort dans l'écosystème, moi j'adore cet écosystème, c'est vraiment ce qui me nourrit, l'innovation, les entrepreneurs. Donc d'un aspect, j'ai repris le rugby, mais en entraînant des enfants, donc c'est pour ça que j'ai mis des petits poteaux de rugby, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Et puis j'ai mis la part belle aussi à... Alors j'ai écrit 2 livres parce que j'ai eu l'opportunité de le faire avec Albin Michel qui m'ont proposé d'écrire sur le financement des startups et sur le deuxième qui est sur comment investir dans des projets entrepreneuriaux. Tu vois. Donc, tu aimes bien le en même temps, parce que 3 boîtes en même temps, 2 livres en même temps, tu ne peux pas en faire un puis 2. Alors si, j'en ai fait un puis 2 quand même, je te rassure, mais à 1 an d'intervalle. Ouais, enfin voilà. J'avais déjà commencé à écrire le deuxième quand j'ai écrit le premier parce que c'est un peu la suite logique. Et le deuxième est sorti récemment, il marche très très bien, je suis vraiment super content. C'est un peu dans la vibe de qui va être mon associé, un peu d'aider les gens à comprendre comment investir un peu dans les entreprises. Il n'y avait pas de bouquin de référence sur ça, donc je suis très content. Et toujours autour de l'innovation, l'idée. Et après, dans ce qui m'a vraiment drivé et ce qui me drive beaucoup avec Eldorado, c'est j'ai mis Sista parce que c'est une association qui aide les femmes entrepreneurs à trouver des fonds et à trouver des financements parce qu'il y a ce qu'on appelle un funding gap énorme en France et en Europe, un accès au financement qui est très compliqué pour les femmes entrepreneurs, solo ou même à plusieurs. Et j'ai été très investi dans ce projet dès le début. C'est vraiment une cause sur laquelle je travaille beaucoup, qui est présente dans mes livres et sur laquelle j'essaie d'aider un maximum en tant que plutôt homme privilégié dans cet écosystème-là. Et puis autour du Galion, de pas mal d'activités, d'initiatives autour de la France et de la French Tech sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a passionné au milieu, une super famille recomposée, un combat de boxe avec Epic,
Donc un combat de boxe. Parlons-en de celui-là. Ça, c'était une sacrée aventure aussi. On m'a proposé donc Epic Fondation qui aide l'enfance dans plusieurs associations a émis l'initiative de faire un combat de boxe caritatif. Donc on a levé quasiment 70 000 € avec les différents combats pour financer donc Epic. Et pour ma part aussi, je finançais une partie aussi de la Fondation des femmes, hein, qui est une fondation très importante de lutte pour défendre les femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Et du coup, j'ai fait ce combat de boxe, mais qui était vraiment une prépa hyper intense pendant 3 mois. Et après, devant 500 personnes, donc un truc un peu délirant, mais que j'ai adoré faire. Et je me suis dit, bon, bah ça, c'est checked dans ma vie aussi. Et puis j'ai mis un petit van parce que j'adore faire des tours de France en van avec mes enfants. On fait beaucoup ça, du camping. On s'amuse. Il y a quand même une descente là, c'est normal? C'est une descente. Ouais, ça, c'est un peu la descente de fin d'Eldorado, on va dire, où je commençais à être fatigué de faire la même chose. C'était assez redondant. Moi, je suis plutôt un créateur qu'un développeur, donc c'est plutôt la phase 0 à 1 qui m'intéresse. Disons que j'aime bien être dans cette phase-là parce qu'il y a tout à construire et c'est là où je lève les bras et je fais des loopings et je rigole et je prends la photo en souriant. Mais disons que ça m'a rattrapé ces phénomènes un petit peu totalement négatifs que j'ai vécu et puis ces clashs d'associés, les divorces, etc. Enfin, tous ces enjeux de la vie m'ont rattrapé à ce moment-là en disant « t'as jamais soufflé, tu t'es jamais arrêté ». Donc, j'ai réussi à trouver une super solution où j'ai pris du recul. Je suis encore actionnaire et au board d'Eldorado. Donc, Eldorado, c'est une plateforme de financement pour les entrepreneurs avec un cabinet de conseil de financement pour tout type d'entrepreneurs. Et donc, j'ai quitté l'opérationnel, le rôle de CEO, mais je suis encore au board et actionnaire. Et on a un CEO, Charles-Antoine, qui est super, qui gère super les activités. Et ça a pu me permettre de faire aujourd'hui beaucoup de choses. D'être au board de pas mal de startups et de fonds ou de family office. Donc toujours très lié au financement et à l'entrepreneuriat. Je travaille aussi avec la French Tech, France Digital, enfin pas mal d'acteurs dans différentes des structures d'accompagnement. Et avec avoir pris le temps aussi d'analyser justement qu'est-ce qui me drive, c'est quoi les passions, ce que j'avais pas fait en fait après chaque projet, tu vois. Et donc maintenant, je prendrais vraiment beaucoup plus le temps de le faire. Et ça permet de repartir après vers des cycles, soit des cycles positifs de roller coaster où tu te dis ok c'est super, mais je sais que c'est pas durable et qu'il faut que aussi je me prépare au pire, mais que je fasse attention. Et dans les phases de down, d'essayer de relativiser aussi et de dire je prendrai le temps d'analyser un peu plus ça, quoi. Voilà. Et donc du coup avec ta casquette justement d'investisseur, tu vois pas mal d'entrepreneurs. Donc tu l'as été. Ouais. Quelles sont pour toi, quelle est la force principale, motrice des entrepreneurs? Pour moi, c'est l'anticipation. C'est une qualité très importante à avoir. C'est vraiment être dans la capacité de se projeter sur des bonnes, des mauvaises nouvelles et de savoir comment on pourrait réagir face à elles. Donc ça permet, comme c'est que des nouveautés chaque semaine, chaque mois, l'entrepreneuriat, l'anticipation des recrutements, des financements, c'est vraiment une très grande qualité. Et puis, c'est un peu classique, mais la résilience, les entrepreneurs qui sont intéressants, c'est pas ceux qui racontent comment ils ont revendu une boîte à tant de millions, mais c'est qui racontent comment ils ont galéré et comment ils ont passé à travers ces galères. Et c'est ça qui rend les histoires beaucoup plus humaines et comment ils n'ont pas abandonné, en fait. Tu vois, c'est ça le secret. Et ne pas abandonner, c'est la qualité première, je pense, d'un entrepreneur. Et là, aujourd'hui, avec Eldorado, ce que vous voyez le plus, est-ce que justement, il y a des secteurs qui sont favorables aujourd'hui? Ouais. Il y a quand même l'IA, évidemment, tout ce qui est en intelligence artificielle, en machine learning, et puis l'impact, beaucoup, les entrepreneurs sociaux, solidaires, mais aussi de l'ESS, mais aussi de l'impact environnemental, sociétal, social, etc., où il commence à y avoir beaucoup de financement et ça bouge beaucoup. Et la deep tech au sens large, donc vraiment tout ce qui est technologie de rupture, très favorisé par beaucoup les pouvoirs publics, etc. Donc c'est un peu ça les secteurs qu'on voit le plus, avec des fonds d'investissement qui commencent à se développer de plus en plus sur ces secteurs-là aussi. Ouais. Merci beaucoup Adrien d'être venu dans le roller coaster. Merci à toi, c'était super. Super, mais j'espère que tu as passé un bon moment. Très très bon moment, c'était excellent. Je t'invite à signer ton ticket de passage.
Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le partager, le commenter et on se retrouve pour le prochain. À très vite.